Mesdames, Messieurs, chers amis, bravo d'avoir franchi la barrière du déjeuner sans avoir fait de sieste et de nous avoir rejoints en ce début d'après-midi pour cette première plénière d'ouverture. Ce matin, évidemment, nous avons parlé de moyens, de logistique, de démondialisation. C'était en quelque sorte l'autopsie d'une démondialisation. Nous allons désormais parler d'avenir, de futur, d'éducation, de culture et de biens immatériels. Alors, dans un monde fracturé, aux proies avec des ruptures technologiques, sociologiques et commerciales, comment le débat de l'éducation se développe au sein de nos sociétés, comment donner du futur au présent et comment perdre la verticalité pour retrouver un modèle symétrique qui n'est plus basé sur l'exportation d'un modèle, mais sur la réinvention d'une nouvelle stratégie. Alors, pour discuter avec moi de ce sujet extrêmement important, j'ai avec moi Donia Kawash. Vous êtes née en Tunisie, vous avez démarré dans la finance internationale, puis vous êtes engagée dans la société civile, vous avez été fondatrice de Tunisiennes Fières, un think tank qui promeut le rôle des femmes. En 2016, vous cofondez avec l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin l'organisation Leader pour la paix, que vous présidez depuis ce début d'année 2025. Donc félicitations Madame la Présidente. Et vous y développez des programmes innovants comme les universités itinérantes de la paix, qui forment des centaines de cadres africains à la gouvernance, à la paix, à l'innovation. Et vous avez une approche pour cela pédagogique, mobile, inclusive et intercontinentale. Et à côté de moi, Rachid Benzine, le franco-marocain le plus connu de Trappes, je pense. Et j'ai pas dit notoire, j'ai dit connu. Et vous êtes écrivain, professeur, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont Le Coran expliqué aux jeunes. Vous militez pour cette relecture contextualisée des textes, adaptés à notre temps. Vous êtes enseignant à Sciences Po Aix, au Fonds Ricoeur. Vous interrogez chaque jour les transmissions et les fondements de l'éducation. Et votre parcours se situe entre les sciences humaines, la spiritualité et la pédagogie. Et il éclaire ces tensions ô combien grandissantes en tradition, modernité, identité, ouverture, tellement essentielles pour les débats qui animent à la fois l'Europe et l'Afrique, en proie à de multiples polarisations. Et donc, si vous le voulez bien, nous allons démarrer ce débat et je vais me tourner vers vous immédiatement, Donia. Selon vous, quels sont les grands défis communs de l'Afrique et de l'Europe? Je sais que c'est toujours plus compliqué de trouver du commun entre le vieux continent et le berceau de l'humanité, mais quels sont selon vous les grands défis communs en matière d'éducation entre nos deux continents? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour mon cher Abdelmalek. Tu poses une question difficile et importante. Et je crois que pour y répondre, il faudrait déjà remettre en perspective les grands bouleversements et les singularités de l'Afrique. La première singularité de l'Afrique, c'est que c'est le seul continent dans l'histoire de l'humanité qui va devoir intégrer en moins de 50 ans 1 milliard d'habitants, dans un contexte de faible productivité agricole, de quasi-absence d'industrie et sans système éducatif performant. Et je vais vous donner un chiffre qui est le témoin de cette bascule démographique, qui concerne évidemment bien sûr l'Europe. Il y a plus de naissances chaque année au Nigeria que dans l'ensemble des pays européens réunis. La deuxième singularité de l'Afrique, qui est importante à comprendre pour comprendre aussi les défis communs des enjeux éducatifs, et j'y viendrai plus tard, c'est que l'Afrique est un espace de transition démographique, énergétique, économique, avec une dette qui représente aujourd'hui 67% du PIB, et donc des États qui doivent mobiliser les ressources pour le service de cette dette et se désengager, notamment des investissements liés à l'éducation. Et ça affecte évidemment les perspectives de croissance pour toutes les générations futures. Et la troisième singularité de l'Afrique, c'est sa singularité politique et démocratique. Depuis 10 ans, il y a malheureusement sur le continent une dégradation sécuritaire. Une année de conflit coûte entre 2 à 3 points de croissance au continent. Une résurgence aussi des campagnes de désinformation pilotées par l'étranger qui ont quadruplé entre 2020 et aujourd'hui. Et l'un des objectifs de ces campagnes, ce n'est pas le seul, est
également d'organiser des ruptures politiques avec les systèmes de partenaires historiques, dont l'Europe, au profit d'un rapprochement avec d'autres États. Et d'ailleurs, on assiste à un déclin relatif des liens avec l'Europe, dont l'un des marqueurs symboliques est le fléchissement des rapports commerciaux avec l'Europe, évidemment au profit de nouveaux rapports, notamment avec l'Asie. Donc, pour répondre à ces défis, pour baisser la porosité de l'Afrique de ce dehors prédateur, il faut renforcer sa souveraineté. Et pour cela, nous avons besoin d'éducation. Nous avons besoin de bâtir une souveraineté politique, économique, agricole, et nous avons besoin de repenser un nouveau projet éducatif dont je parlerai tout à l'heure. Alors, merci. Rachid, je me tourne vers vous parce que Donia Kawash nous parlait de la notion de dette envers les générations futures. Elle parle de cette formidable transition démographique qui est à l'œuvre en Afrique, ce qui n'est pas le cas en Europe. Mais vous avez beaucoup travaillé sur la question des identités, la question de la multiculturalité. À un moment où le monde est vraiment structuré sur comment est-ce qu'on va payer nos dettes, qu'elles soient financières ou budgétaires, mais également nos dettes à l'endroit des générations à venir, Rachid, comment est-ce qu'on va payer notre dette vis-à-vis de cette future génération? Comment se structure le débat sur l'éducation? Le débat sur l'éducation ne peut se structurer qu'à partir de la question des obligations. Quelles sont nos obligations les uns envers les autres, et notamment vis-à-vis de la nouvelle génération? Et on peut très bien énoncer le droit du logement, le droit à l'éducation. Si en face, il n'y a pas des obligations, si à un moment, les gens ne se sentent pas engagés, ça ne va pas. Et que l'obligation, elle précède tout contrat social. Mais vraiment tout contrat social, et elle nous oblige aussi à penser d'abord la question de l'éducation. L'étymologie latine de l'éducation, c'est d'abord amener quelqu'un à sortir de là où il est. C'est une sortie hors de soi. On s'extrait. On s'extrait, absolument. Et on voit bien que même l'école, qui est d'origine grecque, ça veut dire le loisir. L'école, c'est le loisir, c'est le temps de la réflexion. Or, à partir du moment où on conçoit d'abord l'éducation en termes de performance, de skills, comme ils appellent aujourd'hui, d'innovation, on est plutôt dans la technique. Donc, on est en train d'aller vers quelque chose qui déracine. Et on voit bien qu'en Europe, l'école, c'est la perte du sens. Mais en Afrique, c'est d'abord le déracinement. On déracine les gens parce que d'abord, on ne prend pas en compte le milieu culturel, ni les récits endogènes, ni la langue. Ils apprennent à partir d'autres langues, à partir d'autres références. Donc, on a à la fois du déracinement et on a à la fois, je dirais, une perte de sens. Donc, on produit de plus en plus de têtes bien faites, des êtres qui sont disponibles, adaptables, mais qui sont complètement désorientés. Pourquoi? Parce que la question, je dirais, de l'intériorité, de ce que doit travailler l'école, cette idée, cette disponibilité face au réel, face à la question de la vérité, l'école, c'est d'abord le lieu de l'attention par excellence. Je vous coupe au milieu. Est-ce à dire, dans votre propos, qu'il faut abandonner cette espèce de ligne d'arrivée, cette ligne des reins qu'est la performance? Est-ce qu'on doit faire, comme on le voit dans certains pays, donner la médaille d'or à tous les enfants parce qu'ils ont participé? Est-ce que la performance, finalement, n'est pas ce qui permet l'émulation et ce qui nous permet d'avancer en tant qu'humains? Il ne s'agit pas d'éliminer l'idée de la performance ni l'idée du contenu, mais lorsque nous voyons l'école simplement comme un ensemble de contenu qui doit créer des différences pour rendre des gens disponibles sur le marché, ce que je veux dire, un être humain, ce n'est pas un produit pour les ressources humaines des entreprises. C'est-à-dire que si on part effectivement avec cette idée, nous sommes en train de rater quelque chose au niveau de l'éducation. Et donc, on va avoir des gens qui sont effectivement disponibles, qui ont plein de compétences, mais avec une désorientation, il n'y a pas quelque chose de boussole. Et que la question de l'éducation, me semble-t-il, c'est quelque chose qui est très important pour former des humains, et pas simplement pour former des compétences, parce qu'on va avoir le problème tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Je dirais, ça va renverser complètement cette idée de la perspective. Si nous continuons à déléguer notamment la question de l'éducation à l'intelligence artificielle peut créer de l'intelligence, mais elle est incapable de créer de la vérité. Parce que l'être humain, en termes d'éducation, c'est d'abord l'idée de l'attente. C'est-à-dire que lorsque ce rapport au temps, qui relève de l'immédiateté, de la spontanéité. Mais l'être humain, c'est d'abord une attente. C'est d'abord, à un moment, ne rien faire. C'est un moment de disponibilité pour que quelque chose de beaucoup plus grand que vous se fasse. Et que la question de la vérité, c'est le réel. Vous n'allez pas pouvoir plier le réel à vos envies, à vos désirs. Et ça, c'est ce qui va créer, je dirais, l'être humain. L'être humain, c'est d'abord un être d'obligation.
Quelles sont nos obligations vis-à-vis de la nouvelle génération? Quelles sont nos obligations vis-à-vis de la Terre? C'est ça qui va créer le lien et la responsabilité. Sinon, on va avoir des êtres simplement qui vont rentrer dans un domaine de performance, et chez chacun pour soi. Pourquoi? Parce que j'ai fait des études, donc j'ai le droit. Alors, Donia, Rachid me donne la transition idéale parce qu'il parle de cette notion d'obligation qui évidemment est de plus en plus difficile à faire infuser dans nos sociétés au moment où la liberté est devenue le paradigme ultime pour tout le monde et notamment post-Covid. Dans votre institution, vous militez notamment pour qu'il y ait des actions concrètes de formation, notamment dans des matières aussi compliquées que la gouvernance. Et comment faire progresser les élites africaines aux notions de gouvernance et donc aux notions de système et non pas de personnalisation du pouvoir. Comment est-ce que vous traduisez ça en pratique ? Notre fondation, donc, qui est une fondation pour la paix, pour la promotion de la paix, qui a plusieurs métiers, dans un métier d'accompagnement des crises qui ne sont pas suffisamment considérées, a mis au cœur de son action l'approche éducative. Au fond, on s'est posé la question de l'exode rural, des conflits. Pourquoi les gens quittent leur pays? En général, parce que la gouvernance est mauvaise, parce qu'il n'y a pas de politique publique, parce qu'il n'y a pas d'anticipation de toutes ces causes racines de la violence qui sont devenues aujourd'hui multiples. La crise économique, le climat qui crée des conflits, etc., etc. Et donc, ce qu'on a souhaité faire, c'est d'apporter, au fond, un centre d'excellence académique pour créer un vivier de leaders politiques en Afrique, pour les aider à bâtir une génération de femmes et d'hommes capables de produire des politiques publiques. Donc on a monté un dispositif qui s'appelle les écoles itinérantes de la paix, qui a pour vocation de réunir les meilleures universités du monde et des universités africaines avec à la fois de l'interdisciplinarité, des sciences dures et des sciences sociales, des experts et des académiques pour former les jeunes leaders africains à bâtir des perspectives d'avenir pour le continent et pour, au fond, les sortir de cette triangulaire de dictature versus groupe religieux versus groupe militaire. On dit, au fond, on va créer une troisième voie en investissant massivement dans l'intelligence, comme l'ont fait les Chinois, comme l'ont fait les Américains, et en apportant cette culture-là en Afrique. Pour vous donner un chiffre, il y a 2000 institutions académiques en Afrique, pour une population de plus d'1 milliard d'habitants. Aux États-Unis, vous en avez 4000 pour 340 millions d'habitants. Donc vous voyez le ratio. Deuxième élément, l'Afrique est le pays qui envoie le plus d'étudiants étudier à l'étranger, de continent, sans revenir. Donc il y a une élite africaine, il y a un marché captif, mais il faut lui donner aujourd'hui les outils, les perspectives et aussi l'audace de se dire on peut avoir ce qui se fait de mieux dans le monde ici. Donc c'est ça notre démarche, parce que la paix, c'est d'abord restaurer ce que j'ai dit en première partie, la souveraineté, la gouvernance, la souveraineté alimentaire en Afrique. On a une population qui triple et un rendement agricole qui est divisé par 3, créer des infrastructures, rendre la santé accessible, ne pas rater le train de l'IA, évidemment, dont on parlera tout à l'heure. Alors, Donia disait la paix, c'est restaurer finalement cette conscience collective que la gouvernance et que les institutions doivent être plus fortes que les individus et que les hommes. Puisqu'on est entre amis, on peut trahir un secret. Il y a quelques années, nous avons eu une longue nuit sans sommeil lorsque vous étiez membre de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement pour nous poser, et on se posait cette question mutuelle de dire est-ce que les règles sont explicites ou est-ce qu'elles sont implicites, notamment dans ces pays en transition. Vous, Rachid, qui êtes professeur, qui êtes dans la transmission, vous êtes au contact de cette nouvelle génération. Est-ce qu'elle sent que les règles d'éducation sont implicites ou est-ce qu'elles sont explicites ? Je crois que c'est pire, c'est-à-dire qu'en fait, nous assistons à un véritable effondrement. Et c'est l'effondrement du cadre. Et donc, on peut investir tout ce qu'on veut en termes de professeurs, en termes d'argent, ça ne fonctionnera pas pour autant. Parce que le cadre, on ne peut pas juste jeter de l'argent au problème, comme disent les Américains. Ça ne fonctionne pas, et on le voit bien en France, vous pouvez mettre l'argent que vous voulez. Ça ne fonctionne pas parce que nous avons vu qu'avec un cadre depuis 1945, ce cadre est en train de s'effondrer. C'est pour ça que face à cet effondrement, il y a de la sidération, il y a de la panique. Ensuite, le populisme répond à ce besoin de panique. Et ceux qui ont les moyens disent j'ai le droit de mettre mon fils ailleurs, dans d'autres disponibilités, dans d'autres dispositifs. Et donc, ça devient automatiquement cette liberté qui va donner le droit du plus fort. Et comme disait
disait Simone Veil, il faut armer les plus faibles car le fort a tendance à devenir barbare. Et comment on arme les plus faibles? Par d'abord l'ensemble des obligations. Et je crois que si nous ne reposons pas d'abord la question du cadre, quels sont le cadre et quelles sont les obligations minimales que les êtres humains peuvent avoir les uns envers les autres, quelles sont les obligations minimales que l'État doit avoir, on ne fonctionnera pas et on aura toujours des gens qui vont se servir de l'héritage qu'ils ont ou des moyens qu'ils ont pour pouvoir avoir leur petit îlot. Et je crois que ça ne crée pas du commun. Vous savez, je le vois bien en Afrique et ailleurs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'éducation, la santé et la justice, je mets de côté la justice, l'éducation et la santé deviennent des biens privés et plus des biens communs, il n'y a plus de société. Et l'enjeu, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, étant donné qu'il n'y a plus ce bien commun, c'est sauf qui peut, même dans les quartiers populaires, ceux qui ont les possibilités de mettre leurs enfants ailleurs, de mettre leurs enfants en dehors de la géographie, ça ne fonctionne plus. Donc pour vous, c'est des fonctions régaliennes de l'État? Ah, c'est le cadre minimal de toute vie en société, sinon, en fait, ce qui s'est effondré, c'est le socle ou le sol sur lequel nous sommes assis. Mais simplement, on ne s'est pas rendu compte qu'il s'est effondré. C'est-à-dire qu'après 1945, l'effondrement est visible, on reconstruit des institutions et cadres et des lois. Comme l'effondrement est invisible, ça se traduit simplement par des paniques. Et pour vous, cet effondrement, si on paraphrase Umberto Eco qui disait l'amour est exclusif parce qu'il est bilatéral, mais la haine est beaucoup plus généreuse, elle se distribue beaucoup mieux. Le danger, c'est la haine, c'est la propagation de la haine. Mais absolument, parce qu'à partir du moment où vous avez des gens qui sont dans des paniques, soit ils vont semer de la colère, soit du ressentiment, soit de la nostalgie. Mais que ça soit, je dirais, que la colère ou le ressentiment, aller vers quelqu'un. Or, ce qu'il faut, me semble-t-il, travailler, c'est la question du chagrin. Il y a du chagrin politique, il y a des chagrins dans des pays. Et le chagrin, c'est accepter la perte de quelque chose. Et une fois qu'on l'a accepté, on peut travailler. Je crois qu'il faut rendre hommage au Forum Europe-Afrique. C'est la première fois que la notion de chagrin politique est développée dans un forum économique, mais elle est essentielle pour cette conversation. Avant d'arriver à l'IA, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Rachid. Vous avez 35 secondes, toute taxe comprise, Donia. C'est challengeant. Je vais essayer. Non, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, Rachid, sur le déficit institutionnel, normatif, sur la nécessité d'engager une culture de l'obligation, mais il y a, à mon avis, un prérequis avant ça. Il faut un cadre politique. Donc, si vous n'assainissez pas le cadre politique, si vous ne dotez pas les pays de capacités dirigeantes, parce qu'en Europe, le cadre est en train de s'effondrer, mais il faut se dire que dans les pays du Sud, parfois, il n'existe pas. Et donc, c'est encore plus pénétrable pour les systèmes politistes, pour la violence et pour tout ça. Donc, je pense que le prérequis, la condition d'avant, c'est de créer un cadre politique fort. Alors tout ça ne va pas nous inciter à l'optimisme avant d'arriver à l'intelligence artificielle, évidemment au milieu de défis qu'elle soulève. Elle suit la marche du monde, le déficit d'attention. Si on doit faire une analogie avec le monde du sport, en 1984, un attaquant de football a 3 secondes avant de décider à qui passer la balle. En 2025, on est en dessous d'une seconde. Donc il y a une accélération de l'histoire. Cette accélération de l'histoire fait qu'aucun d'entre nous ici n'arrive à regarder un film en entier sans jeter un œil à son téléphone au milieu, parce qu'il y a une crise d'anxiété et d'angoisse sur un message éventuel qui pourrait arriver. Alors avec l'intelligence artificielle, là on est carrément dans la délocalisation du cerveau. Comment vous voyez les dangers de cette potentielle délocalisation du cerveau vers une machine, Rachid Benzine? Le problème, c'est que l'intelligence artificielle ou la machine ne doute pas, ne tremble pas, n'attend pas. Elle est automatiquement dans ce rapport au temps qui relève de l'immédiateté et de la spontanéité. Et étant donné qu'on a une accélération du temps, c'est le principe même de la modernité au sens d'Armand Rosa, en fait, on va avoir de plus en plus de gens qui sont en dissonance avec eux-mêmes et avec le monde. Et la dissonance va automatiquement créer des burn-out. Et je terminerai simplement sur cette phrase, vous savez, Bernanos. Georges Bernanos, il a dit la chose suivante, il dit « On ne comprend rien à la civilisation moderne si on ne comprend pas que c'est d'abord une conspiration contre la vie intérieure. » Voilà, donc l'intelligence artificielle, c'est aussi cela. Alors, Rachid Benzine, évidemment, philosophe, penseur qu'il est, il vient de convoquer carrément Hannah Arendt en disant est-ce qu'on va réussir à avoir cette unité dans la diversité? Donia Kawash, est-ce que l'intelligence artificielle fait partie de la solution ou elle fait partie du problème lorsqu'il s'agit d'éducation? Je pense que le grand sujet de l'intelligence artificielle, et ça c'est notamment la responsabilité des politiques occidentales, c'est qu'elle n'est pas réglementée. C'est-à-dire que les algorithmes servent aujourd'hui des projets politiques.
Pour gagner une élection, vous n'avez plus besoin d'avoir un projet, vous avez besoin d'identifier des poches de colère et d'adresser, grâce à ces algorithmes et grâce à ces mécanismes, des messages très clairs. Donc les politiques ont cédé. Et c'est ça le vrai sujet de l'intelligence artificielle. C'est qu'aujourd'hui, les oligarques de la tête pilotent le monde, ils sont bien plus puissants que nous, bien plus puissants que la diplomatie, et le politique a besoin d'eux. Et c'est pour ça qu'il a laissé faire. Quand ChatGPT a été lancé, il y a eu des milliers de notes qui ont été adressées au gouvernement américain en disant « Attention, c'est de l'OpenIA, c'est-à-dire que des groupes terroristes, des groupes malveillants peuvent utiliser cette tech pour faire d'autres projets. » Les États-Unis ont laissé faire. Vous connaissez les raisons, notamment du financement des fondateurs de la campagne américaine. Donc, c'est ça la plus grande dérive de la tech, et c'est ce que Giuliano D'Ampaoli explique très très bien dans Les ingénieurs du chaos. Il explique comment Orban, Trump, Johnson ont pu gagner les élections. Oui, mais certains pourraient dire que là, vous faites de l'idéologie, parce que ceux qui sont très opposés à ces mouvements que certains appellent des mouvements, on va dire, patriotiques, que d'autres appellent des mouvements nationalistes, ils ont une autre vision du monde. Vu d'Afrique, ces régimes qui sont décrits comme affreux par beaucoup de pays occidentaux sont regardés comme des régimes normaux. Non, pas du tout. Ce que je vous décris est factuel. Je mets en garde sur un processus qui est en train d'envahir la politique. Je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Et c'est aussi le cas de l'Afrique. Je vous disais tout à l'heure que les attaques, les ingérences dans les systèmes politiques ont été multipliées par 4 en 2 ans. Donc, si on n'est pas capable de réguler ça, c'est très dangereux pour nos institutions, pour la démocratie, pour les circuits de désinformation qui sont effrayants. Et au fond, le risque pour l'Afrique, c'est de passer d'une souveraineté européenne à une souveraineté russe, chinoise. Et c'est ça qu'il ne faudrait pas. Alors, pour paraphraser Anne Sinclair, c'est qui on, si on n'est pas capable? Nous, collectivement, collectivement, bien sûr, on a besoin du politique pour ça. Donc il faudrait qu'on puisse légiférer, encadrer l'IA avant qu'elle nous dévore et avant que les oligarques de la tech puissent vraiment imposer un modèle qui n'est peut-être pas un modèle de paix, un modèle de prospérité et un modèle de perte de souveraineté. Alors s'il y avait le moindre doute dans la tête de notre audience sur qui est l'ennemi à abattre, je crois que Donia Kawash vient nous le donner, ça va être les oligarques de la tech. Je pense qu'il faudra que vous fassiez attention à votre téléphone dans les jours qui viennent. Et ça nous emmène vers cette dernière séquence. Je voudrais féliciter toute l'audience parce que j'ai vu très peu de gens sur leur téléphone. Ce qui veut dire que lorsque Rachid et Donia vous ont emmené dans ces territoires conceptuels, il y a encore de la place pour nous, êtres humains, pour rêver et pour nous projeter et pour pouvoir réfléchir à autre chose que de regarder des petits chats sur une application bien connue. Et je voudrais pour cela que vous nous emmeniez encore au-delà du territoire du rêve pour cette dernière question, parce que vous le savez, j'aime bien faire... Oui, j'ai vu des gens qui culpabilisent maintenant de regarder leur téléphone, mais c'est normal, vous avez raison. C'était fait c'était pour vous culpabiliser. La dernière question, elle va être très personnelle, parce que je voudrais qu'elle résonne avec l'audience. Tous, dans nos parcours, nous avons eu cette chose exceptionnelle qui arrive chez un être humain. Nous avons été à un moment, dans un croisement, dans un hasard, face à un mentor, face à un professeur, face à quelqu'un qui a changé votre destinée. Et j'aimerais que vous partagiez avec l'audience, vous Rachid et vous Donia, quel a été ce moment d'épiphanie dans votre trajectoire où à un moment vous êtes rendu compte que vous étiez en face du beau et en face de ceux qui peuvent vous inspirer et finalement d'un éducateur de la vie. Moi, c'est clair, c'est un historien de la pensée islamique qui s'appelle Mohamed Harkoun. Et en tout cas, ce qui m'a touché chez lui, c'est que c'est d'abord un maître qui déstabilise, c'est-à-dire que là, on attend une réponse. Quand je lui posais des questions, il s'arrêtait un moment et il me renvoyait une question à ma propre question. Et c'est peut-être cela, c'est-à-dire qu'un véritable maître, c'est quelqu'un qui ne répond pas aux questions, mais il vous apprend à les poser autrement. Et ça, pour moi, c'est le plus beau geste de considération et d'attention qu'il peut avoir vis-à-vis de vous. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à remplir votre tête par sa propre réponse, mais il vous permet de créer un espace vide à l'intérieur pour qu'il y ait quelque chose d'autre qui vient de vous-même émerge. Et donc, du coup, c'est un maître qui vient inquiéter vos évidences. Et c'est ça peut-être la pensée, c'est d'abord suspendre le jugement et inquiéter nos propres évidences. Donia, est-ce que votre maître à vous a inquiété vos évidences ? Absolument, Rachid. Je vais continuer dans la disruption. J'ai beaucoup réfléchi à cette question et elle n'est pas évidente, mais je pense qu'au fond, mon inspiration, ça a été mon pays. Vraiment. J'ai eu la chance de naître et de grandir en Tunisie. Et la Tunisie, c'est le pays de la disruption.
Premier pays arabe et musulman à abolir l'esclavage. Premier pays arabe et musulman à abolir la polygamie. Code du statut personnel. Âge minimum du divorce. Droit de vote des femmes. Très très tôt, dans un écosystème qui nous paraissait évident. Et c'est quand j'ai quitté la Tunisie que j'ai vu que cette confiance que j'avais en tant que la tunisianité m'apportait m'a permis d'être disruptive, d'oser, et aussi d'avoir cette culture de l'intégration des autres. La Tunisie a toujours intégré. Les Romains qui sont venus de Rome sont devenus les Romains de Tunis. Les Phéniciens sont devenus les Carthaginois. Les Vandales de Jean Séric se sont adoucis sur nos terres. Donc on a toujours appris à plier pour ne pas rompre. On continue à le faire puisque vous savez qu'en 2011, il y a eu le printemps arabe. La Tunisie est passée par une multitude de régimes. On parle beaucoup de l'effondrement de la Tunisie, mais je vous rassure, elle est loin de s'effondrer. Mais surtout, elle n'a pas perdu son socle social. On n'a pas eu de violence. Et donc, je crois que ça, c'est une spécificité tunisienne qui m'a beaucoup inspirée. Et deuxième élément, c'est que j'ai eu la chance de grandir dans une famille engagée. On a beaucoup servi notre pays, servi les autres, et donc de dire que l'intelligence, c'est essayer de créer aussi de la valeur collective. Merci beaucoup, Donia. Je comprends pourquoi vous avez attaqué les géants de la tech. En réalité, aujourd'hui à Marseille, vous prenez date, vous préparez votre plateforme politique pour vous présenter aux élections en Tunisie. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir nos panélistes. Il y a une chose extraordinaire qui nous réunit aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin de l'intelligence artificielle pour savoir que demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, nous partirons. Voilà. Merci beaucoup.